Alors, je mets le chronomètre en marche parce que j'ai une tendance à partir dans des digressions longues, bien souvent. Alors, je vais profiter que nous soyons au fort de Vèze pour utiliser une parabole militaire. Je sais bien que comparaison n'est pas raison et que cette démonstration aura des limites que beaucoup trouveront rapidement. Mais en revanche, les paraboles sont toujours utiles parce qu'elles permettent de réfléchir les choses de façon imagée. J'ai compris depuis ces dernières années qu'on peut avoir des idées en tête, mais tant qu'on ne les entend pas énoncées clairement, on a du mal à s'accaparer la pensée que les mots portent. Bien souvent, je parle avec des gens et ils me disent « mais c'est exactement ce que je pense ». Mais avant de l'énoncer, on a du mal à s'accaparer les idées. Elles sont là, elles traînent dans le cortex, quelque part, mais tant qu'on ne les a pas formulées clairement, on peut y échapper. Donc la parabole en question, je vais avoir besoin de l'assistance de Jamila, s'il te plaît. Je vais utiliser une parabole balistique. Donc, imaginons que ce point-là soit mon point de départ. Et que Jamila prenne une bouteille, qu'elle fait monter, tourner, descendre, dans tous les sens, peu importe. Imaginons que ceci soit la laïcité, et que ceci soit des revendications religieuses. Et pourquoi pas le contraire? Ou l'inverse, peu importe. Si nous devons calculer un angle de tir depuis un point en mouvement perpétuel sur un autre point en mouvement perpétuel, ça devient très vite très compliqué cette histoire. Sauf si on a un point zéro qui est fixe, auquel cas je calcule ma distance depuis ce point, et depuis ce point je calcule ma courbe de tir sur l'objectif, et là ça fonctionne. L'autre solution, c'est de figer mon point de départ. Mais si je me fige, l'idéologie en face qui est protéiforme, qui produit des éléments de langage quasiment de façon hebdomadaire, va finir par nous distancer. Comme le dit Céline, je pense que ce n'est pas tant que nous soyons moins forts que nos adversaires, plutôt que nous soyons éloignés de nos valeurs, en réalité. C'est vraiment ça le souci. Je pense qu'il faut absolument que nous nous réaccaparions celles-ci, notamment celles qui proviennent de ce rendez-vous historique de la nation française qui a été la Révolution, où le message au monde entier a été « nous allons faire sans le roi et sans les prélats. Nous allons faire sans despote et sans Dieu. Et nous allons montrer au monde entier que c'est possible. » Alors, l'histoire de la République a eu ses aléas, que tout le monde connaît plus ou moins, mais le projet de départ, c'est quand même ça. Et depuis 1789, c'est celui que nous portons. Avec des erreurs, avec des tâches sur notre histoire, avec la colonisation, la collaboration, bon, tout un tas de dérives qui sont inhérentes à l'humanité finalement. Ce n'est pas intrinsèque à notre nation, mais c'est quand même le projet que nous portons depuis 1789, à savoir, nous allons organiser la cité sans Dieu et sans despote, en considérant que la valeur de toute vie humaine est égale à toute autre vie. Alors je voudrais revenir à une parabole ou un symbole qui est l'un de ceux de notre République, qui est celui de Marianne. Alors, Marianne, bien souvent, on la dépeint comme celle qui est sage et prude, avec le bonnet phrygien, soit celle qui est sur les barricades, le sein au vent, en train de tirer sur les contre-révolutionnaires. Et c'est encore cette image binaire de la sainte ou de la délurée, finalement, dans cette histoire, alors que Marianne a une histoire bien plus longue que ça. Alors, je ne suis pas aussi méticuleux que Naam ou Jamila, je ne saurais pas vous renvoyer à des sources vérifiables, mais je suis sûr de ce que je dis. J'ai entendu parler un jour d'une émission où il y avait un historien qui nous relatait son accès au délibéré du pourquoi du choix de Marianne. Pourquoi Marianne n'est pas une autre effigie? Et pourquoi ce prénom-là en particulier? Il faut savoir que jusque avant la Révolution française, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, il faudrait le vérifier, mais sociologiquement, Marianne était le prénom le plus souvent porté par des jeunes femmes ou jeunes filles de confession protestante. Les catholiques, bien souvent, s'appelaient Marie-Thérèse, Marie-Cécile, Marie-France, Marie-Françoise, mais Marianne était la variante que les huguenots ou les luthériens ou les protestants en règle générale avaient utilisée. Bien souvent, cette jeune fille, Marianne, était placée comme fille au père pour se constituer une dot, parce qu'en Europe, à l'époque, en France du moins, c'était les femmes qui apportaient la dot pour le mariage,
Donc elle était placée comme fille au père dans une grande famille bourgeoise catholique ou aristocratique catholique, et la malheureuse, bien souvent, se faisait engrosser par le maître de maison ou par le fils du maître de maison. Elle se retrouvait à la rue, reniée par sa famille, sans ses émoluments, enceinte, et c'était Fantine des Misérables qu'on voyait apparaître. C'est vraiment cette figure-là que Victor Hugo nous dépeint, de cette femme seule, isolée, sans aide, sans soutien, jugée par la morale des bonnes gens, jetée à la rue, qui bien souvent avait pour seul espoir d'abandonner son enfant et de se livrer à la prostitution. Elle avait une espérance de vie d'une 40aine d'années, et voilà son destin. Et nous savons dans les délibérés du choix de Marianne que l'un des intervenants dit « La puissance publique n'a de justification que si elle vient au secours de la plus faible de nos concitoyennes, à savoir Marianne. » Et aujourd'hui, des Mariannes, nous en avons plein les quartiers. Comme le dit Naëm, le fer de lance de tous les totalitarismes et de l'islamisme en particulier, c'est quand même de soumettre 3 catégories d'individus qui sont les femmes, les juifs. Les juifs, c'est l'étranger par excellence, celui qui n'a ni foi ni loi, ni feu ni foyer. Et les homosexuels. Ce sont les 3 catégories que tous les totalitarismes s'entendent à persécuter. Et nous avons le déploiement d'une idéologie avec des éléments de langage en face desquels nous avons beaucoup de mal à répondre parce que nous-mêmes oublions qui nous sommes. Récemment, j'ai assisté à un débat à Sciences Po où la question était qu'est-ce que être français? Simplement se poser la question, c'est l'être déjà. Être français, c'est garder la capacité à réfléchir. C'est garder la propension à produire de la pensée. C'est se poser des questions perpétuelles sans jamais tomber dans le dogmatisme, mais avec une certitude, c'est que la liberté n'a pas de prix. C'est vraiment... moi, je me suis attaché à ça depuis une dizaine d'années. J'entends me faire taire par personne. J'entends me faire censurer par personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après janvier 2015, je rentre dans le débat, parce que je voyais bien que le message, finalement, s'était fermé là. Toute liberté d'expression, c'est fini. Le droit au blasphème est de retour. Et aujourd'hui, je pense que non seulement c'est un droit, mais c'est, qui plus est, un devoir de blasphémer dans ce pays, parce que c'est ce qui garantit mes droits en tant que croyant. Tout bêtement. Donc, je voulais revenir à cette image de Marianne. Aujourd'hui, nous savons que la catégorie de personnes la plus pauvre en France, ce sont les femmes seules, les foyers monoparentaux, pour être politiquement correct. Ce sont ces jeunes femmes, souvent, qui se retrouvent seules avec leurs enfants, qui sont jugées par la morale, jugées par la société, qui se retrouvent dans des situations pas possibles. Et aujourd'hui, elles ont en plus les islamistes sur le dos. C'est-à-dire que quand vous êtes une jeune femme qui entendez vous assumer dans un quartier qui est sous la coupe des salafistes, croyez-moi que le voile, c'est ma liberté, c'est mon choix, elles en sont loin. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, je pense qu'avant de désigner qui est notre adversaire, avant de faire l'énoncé clair de l'équation à résoudre, il faut quand même se réaccaparer qui nous sommes, et notamment les héritiers de la Révolution française. Nous avons affaire quand même à un processus de penseurs qui ont mis près de 1000 ans à nous sortir de 10 siècles de règne de droit divin. C'est un long processus qui naît, on va dire, allez, pour faire simple, à la Renaissance, et qui aboutit à la Révolution. Ce sont des gens qui vivaient dans une société éminemment religieuse, lorsqu'ils ne l'étaient pas eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont quand même produit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui nous ont laissé cette société en héritage, ou ce projet de société en héritage, tant que nous ne réaccaparerons pas notre identité, nous n'arriverons pas à répondre correctement aux demandes de plus en plus pressantes d'une certaine communauté religieuse, ou qui se prétend religieuse, qui en fait veut instrumentaliser cette religion pour
organiser la société. C'est l'anti-projet par excellence de ce qu'est la laïcité. Elle apparaît peut-être dans le littré uniquement en 1870, mais un mot n'apparaît dans le vocabulaire que lorsqu'il a été précédé par la pensée qui le porte, par l'idée qui le porte. Et cette idée-là, il faut vraiment se la réaccaparer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Marianne parce que elle n'a pas été choisie par hasard, cette jeune femme à l'époque. Elle était celle qui subissait toutes les injustices, tous les anathèmes, toutes les mises à l'index. Elle le payait souvent de sa vie, d'un prix très fort. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau des jeunes femmes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes parce qu'on commence à les laisser abordées par un message religieux. Il faut quand même savoir qu'en 2004, la loi interdisant le port du voile à l'école a été portée notamment par des jeunes femmes qui, de leur propre chef, sont venues de Lyon, de Marseille, de la région parisienne, pour dire aux parlementaires, si vous n'interdisez pas définitivement le port du voile à l'école, la dernière excuse que nous avons à ne pas le porter va sauter et nous serons toutes obligés de le mettre d'ici quelques mois. Donc il faut quand même bien comprendre qu'il y a une vraie stratégie. Quand on nous dit le voile, c'est mon choix, c'est ma liberté, à partir du moment où un individu considère que c'est imposé par Dieu que de le porter, il n'y a aucune liberté là-dedans. Et ce n'est pas parce qu'elle veut se priver de liberté que de le vouloir en devient une de liberté. Je suis désolé, c'est pas parce qu'elle valide une jeune femme que c'est sa liberté de se balader en prison portable que ça fait que cette prison n'en est plus une. Donc, encore une fois, je vous invite à vous réaccaparer ce que sont les valeurs de notre République. Il y a un tas de débats. Quand, par exemple, on nous dit la Marseillaise est un chant fasciste ou raciste, parce qu'il y a le fameux couplet qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça, c'est pour les analphabètes de l'histoire. Parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, c'était un privilège de l'aristocratie de faire partie des officiers de l'armée française. À partir du grade d'officier, vous deviez être d'extraction noble. Lorsque la jeune République arrive, la plupart des officiers ont pris la poudre d'escampette et il a fallu nommer des gars du rang capables de mener des équipes sur le terrain. Et le message, c'était, puisque vous vous considérez de sang bleu et que vous pensez avoir le sang pur, on va vous faire voir qu'il est aussi impur que le nôtre. Et il faut vraiment se réaccaparer les symboles de la République qu'on a laissés à une extrême droite et à des identitaires qui non seulement nous privent de cette identité, mais en plus la pervertissent. En aucun cas, la Marseillaise n'est un chant fasciste. Fascisme qui, au regard des institutions politiques, ne naîtra qu'au XXe siècle. Le racisme en tant qu'idéologie sera bien postérieur à la Révolution. Donc prêter un dessin fasciste et raciste à Rouget de Lille et à ceux qui le chanteront est un anachronisme historique. C'est vraiment... c'est con comme la lune de tenir de pareilles énormités, je suis désolé de le dire. Il n'y a pas que ça. Il y a la citoyenneté, aujourd'hui, on oublie qu'elle nous permet de faire fi de notre ethnie, de notre origine sociale, de notre genre, de notre religion. C'est vraiment l'identité par excellence qui nous permet d'abolir ce que nous portons sans l'avoir choisi. Moi, je suis blanc, de sexe masculin, bon, ça, je ne l'ai pas choisi. J'aurais pu être bien plus bronzé de sexe féminin, et je devrais le porter quand même. Mais la citoyenneté, c'est quand même le meilleur antidote qu'ont pu trouver les révolutionnaires à l'époque, s'agissant de tenir les religieux à l'écart de la gestion de la cité. Si on doit résumer ce à quoi pourrait être fait en termes de synthèse la loi de 1905, c'est un pacte finalement d'organisation de la société où on dit aux religieux, vous gérez la spiritualité et l'au-delà, vous gérez vos lieux de culte, les synagogues, les églises et les mosquées, pas de problème, mais en revanche, en aucun cas, ni Dieu, ni ses porte-paroles ne doivent gérer la cité, en aucun cas. Il faut vraiment revenir sur ce fondamental-là. Donc, je vais abréger, sinon je vais commencer à dire des âneries, mais j'espère avoir été suffisamment clair avec ce symbole de Marianne, mais je pourrais en parler concernant tous les symboles de la République, parce que j'ai l'expérience de ce que c'est qu'une société articulée sur le religieux.
La charia islamia, je l'ai vu appliquer de mes yeux. Et je peux vous dire qu'on est loin de tout humanisme, on est loin de toute égalité, on est loin de considérer la femme comme l'égale de l'homme, on est loin de considérer le non-musulman comme l'égal d'un musulman, et je ne veux pas de cette organisation sociétale dans un pays laïque comme la France. Il ne faut surtout pas penser que c'est anodin, c'est pas méchant, c'est pas grave, c'est culturel. Il y a un vrai projet politique derrière le mouvement des frères musulmans. Alors, je vais tâcher d'être bref, mais il se déploie en 3 volets. Nous avons un volet social, un volet politique et un volet militaire. Le volet social est dévolu aux salafistes qui ont pour mission, même s'ils ne le réalisent pas, de créer des climats de tension et des climats délétères. Parce que systématiquement, les salafistes, vous les mettez dans une société X, Y, peu importe, ils vont créer des éléments de tension. C'est dans leur logiciel. Parce qu'ils ne valident rien de ce qui n'est pas d'eux. Par exemple, un salafiste, si vous lui demandez, mais tu vis dans un pays qui condamne à mort les violeurs d'enfants, tout comme dans la Sharia islamia, tu devrais donc être satisfait. Il vous dira, je ne valide pas cette loi, même si elle concorde en tout point avec ce que je valide moi dans le droit islamique, parce que n'est pas issue de Dieu. Ce sont les hommes qui entendent être leurs propres législateurs qui ont validé cette loi, et même si elle concorde en tout point en ce que je crois moi en termes d'application, je ne la valide pas car n'est pas issue de Dieu. C'est vraiment ça. Le second volet, lui, est politique avec les frères musulmans qui sont là pour pondre des éléments de langage s'agissant de nous égarer concernant nos valeurs. Quand j'entends moi le voile c'est mon choix, ma liberté, j'ai envie de me jeter en l'air, réellement. Je ne sais pas avec qui ça marche, mais ça marche quand même. Parce que nous nous sommes éloignés de notre identité. Et nous avons le volet militaire, qui est celui des djihadistes. En gros, nos ennemis, même s'ils ne s'aiment pas, les salafistes ne détestent rien autant que les frères musulmans, qui ne détestent rien autant que les djihadistes, mais tous portent le même projet avec le même objectif. Et il faut bien comprendre que l'islamophobie est un terme inventé pour nous museler et qu'il faut vraiment tenir tête. Vous entendez un discours bizarre, Stalingrad mental, faut rien lâcher. Vous voyez une action bizarre, Stalingrad mental, faut rien lâcher. Vous entendez, vous voyez un prospectus ou quoi, il ne faut rien lâcher, réellement. Et ils font le pari, c'est de la théorie guévariste de Foucault qui considère que si une société est suffisamment bien équilibrée chimiquement, une petite vague d'attentats bien placée peut la faire basculer dans la violence civile. C'est vraiment l'objectif, ça paraît ahurissant, mais c'est ce à quoi nous étions formés il y a 20 ans par Al-Qaïda en Afghanistan. C'était déjà le programme. Créer une situation d'instabilité et de guerre civile, parce que c'est le terreau idéal pour toutes les religions, notamment l'islamisme. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Merci de m'avoir écouté.